Quand j'étais petit garçon, je jouais au ballon un jour sur la plage avec un monsieur allemand en Italie. On a joué pas mal de temps, il était très gentil ce monsieur. Et puis à un moment, il m'a ramené à ma maman. Il la regardait fixement. Puis il est reparti, je le voyais au loin qui discutait avec sa femme. Il avait l'air de se disputer. Il est revenu. Il a proposé à ma mère de lui donner une grosse somme d'argent si elle retirait le tatouage qu'elle avait sur le bras. On n'était pas très riches, mais ma mère a refusé. C'est quoi qui est écrit sur ton bras? C'est un tatouage. C'est pendant la guerre, j'étais prisonnière. T'étais prisonnière? Pourquoi t'étais méchante? Mais non, mais les Allemands, les nazis, ils n'aimaient pas tellement les Juifs. C'est quoi, Juif? Une religion. Alors on est Juifs, nous? Oui. Ah bon? Après, beaucoup plus tard, et en plusieurs fois, ma mère m'a raconté l'histoire de notre famille. D'abord, il y a la rencontre d'Henri Hasson, mon grand-père, et de Victoria Mistriel, ma grand-mère. L'entravista, comme on dit en espagnol. On est à Paris, en 1920. Ça fait à peu près 10 ans qu'Henri a émigré d'Istanbul, à l'époque Constantinople. On a dressé une grande table avec une nappe blanche. En fait, c'est plusieurs draps mis bout à bout sur des tréteaux, dans le jardin d'une petite maison d'un cousin dans la banlieue parisienne. Il y a là toute la famille, tous les amis. Personne n'en parle, mais tout le monde sait pourquoi on est là. On est là pour présenter Victoria à Henri. Victoria vient d'arriver de la Turquie. Henri a fui la Turquie, pourquoi? Que s'est-il passé? Avait-il pressenti le massacre des Arméniens, qu'il ne ferait plus aussi bon vivre dans sa Constantinople natale? Si Henri plaît à Victoria, elle lèvera son verre à sa santé. Tout le monde est là, on attend. D'abord, on a passé des cuillères et un plat de confiture de rose avec un verre d'eau. Les yeux des convives brillent, chacun se sert, et cette douceur met tout le monde de bonne humeur. Henri est à un bout de la table, de côté, et Victoria est à l'autre bout, de l'autre côté, de façon à ce qu'ils puissent se voir tous les deux. On attend. Chacun a apporté des bouteilles et plusieurs plats que les femmes ont cuisinés pour cette rencontre. Vont-ils se plaire? On attend. On attend. On parle d'autre chose. Des affaires. Henri fait dans le blanc, il fait les marchés et tous les jours, il part avec sa marchandise sur le dos. Il vend des draps, des serviettes, des mouchoirs, des nappes. Justement, il vend beaucoup à des jeunes mariés.
Victoria, petite couturière, le regarde en coin et tente d'entendre ce que dit ce beau jeune homme, dont René dira plus tard qu'il ressemblait à Clark Gable. À cette table, on parle surtout judéo-espagnol, et un peu le français. Une bonne humeur règne, on rit d'un rien. La table est dressée, seul le vin est français. Mais on trinque avec un petit raki. Les plats sont judéo-turcs, des borekas, des bamias, des feuilles de vigne, des keftes de prassa. Alors les keftes de prassa, ça c'est des boulettes avec des poireaux de petits. Plusieurs gratins d'aubergines sont sur la table. On boit, on rigole beaucoup. Henri est revenu de la guerre de 14-18 avec une kyrielle de médailles qui finiront dans une boîte à biscuits. Habituellement, il tousse et crache tout ce qu'il peut. Les gaz dans les tranchées. Arrivé en France en 1910, quand la guerre a éclaté, il n'avait même pas la nationalité française qu'il n'a obtenue qu'en 1927. Il parlait en roulant les airs. « Je suis français, moi, je suis pour les Français !» « Oui, oui, lui a-t-on dit, toi le français, tu auras la chance d'être devant. » Là, il a avalé le plus de gaz possible. « C'est normal, moi, je suis pour les Français. » Après la guerre, il revient, malade, crache et tousse, mais vivant. « J'ai toujours vu mon père malade, disait René. Longtemps, 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 après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Victoria est un peu ronde, avec un beau visage et surtout un joli rire. Henri, aujourd'hui, comme par enchantement, ne tousse pas. Il a mis son costume sombre, 3 pièces, une épingle à cravate, une belle chaîne en or de montre accrochée à son gilet, une décoration discrète à la boutonnière, un peu de brillantine dans ses cheveux courts, légèrement ondulés, coiffés en arrière, et il a taillé sa belle petite moustache. Longtemps, 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 après que les poètes ont disparu. Victoria, très brune, est coiffée à la Louise Brooks, mais elle frisote un peu. Sa robe est magnifique, tout en dentelle vénitienne. Elle est très intimidée et parle très peu. Leurs chansons courent encore dans les rues. Elle aussi, quand elle parle français, roule les airs. Henri, regarde Victoria qu'il n'avait jamais vue. Il se regarde, mais discrètement. Tout le monde fait comme si il ne les voyait pas. Et puis, après avoir fait un sort à tous les plats sur la table, on sert une énième tournée. Est-ce la fatigue ou l'alcool qui a apaisé les convives? Il y a un peu moins de bruit. Ah, un ah de plaisir sort quand Victoria amène les baklava qu'elle a préparés et les loukoums. Et pendant que les autres dégustent dans un silence gourmand, Victoria s'assoit, prend son verre et se penchant légèrement en avant sur sa chaise, regardant Henri, lève son verre. « À votre santé, Henri. »« À votre santé, Victoria. »« Mazel tov! Mazel tov! Mazel tov! Mazel tov! » Quelques années plus tard, sont nés Rachel, ma tante, puis René, ma mère. Ils ne sont pas riches, les Hassons, mais ils mangent à leur faim. Comme beaucoup de juifs turcs, ils habitent le 11e arrondissement de Paris, rue Sedaine, dans une petite location. Victoria disait, mes enfants, tant qu'on a un toit sur la tête, on vit des années d'insouciance. Le calme avant la tempête prend vraiment tout son sens. On n'entend pas, ou peu, le bruit des bottes qui martèlent les pavés de l'autre côté du Rhin. En 1936, on est pour le Front populaire avec Blum. C'est un Judios. Mais chut, il se passe des choses étranges de l'autre côté du Rhin avec les Juifs. Ce monsieur Hitler est un drôle de type. Il a envahi la Pologne et du coup, la France déclarera la guerre à l'Allemagne. Mais nous n'en sommes pas là. La petite Renée est en mauvaise santé. Le médecin lui prescrit l'air de la campagne. Alors on l'envoie à Dole de Bretagne, à l'abri chez un oncle, Jacques. Ça tombe bien car c'est de plus en plus difficile de vivre à Paris.
Elle habite chez son oncle qui vit dans le péché avec Marie, une fervente catholique, qui emmène René aux vêpres, ce qui ne passionne guère la jeune adolescente. Jacques, s'il ne pratique pas la religion juive, ne cache pas ses origines, et tout le monde sait qu'il est juif. Tout le monde, même l'institutrice de René, qui parle de l'Allemagne nazie avec exaltation, et qui n'aime pas trop cette gamine juive. Et c'est à Dole que pour la première fois, maman connaîtra l'antisémitisme. Très curieusement, elle qui était plutôt une bonne élève à Paris, n'a plus de bonnes notes. Pourtant, la gamine restera 3 ans dans cet environnement hostile. Et c'est le décès de Marie, la compagne de son oncle, qui décidera René à demander à sa mère de la faire revenir à Paris. Quand elle revient, début 1940, son père a tiré sa révérence. Les gaz dans les tranchées. Donna, 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 donna. Donna, 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 do. Donna, 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 donna. Donna, 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 do. Donna, 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 donna. Donna, 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 do. Paris a changé depuis le départ de René, c'est le Paris de l'occupation. L'antisémitisme qui existait avant-guerre est devenu beaucoup plus exacerbé. Les manifestations anti-juives sont régulières. Les rafles de juifs sont permanentes. Le gouvernement de Vichy anticipait les intentions du Reich en décrétant les lois raciales. Ces lois antisémites sont entrées en vigueur et on a à peine le droit de respirer. Et encore. Loi portant sur le statut des Juifs. Nous, maréchal de France, chef de l'État français, le Conseil des ministres entendu, décrétons. Et regardez comme juif pour l'application de la présente loi toute personne issue de 3 grands-parents de race juive ou de 2 grands-parents de la même race. L'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux Juifs. Chef de l'État, membre du gouvernement, Conseil d'État, membre de l'Ordre national de la Légion d'honneur, Cour de cassation, Cour des comptes, Cour d'appel, agents relevant du département des affaires étrangères, directeurs généraux, directeurs des administrations centrales. Les Juifs ne peuvent tenir un emploi artistique dans des représentations théâtrales, dans des films cinématographiques ou dans des spectacles quelconques ou donner des concerts vocaux ou instrumentaux. Dans aucune entreprise, les Juifs ne devront plus occuper comme employés. Interdiction d'être voyageurs de commerce, marchands ambulants, vendeurs de billets de la loterie nationale. Les Juifs ne pourront sans condition ni réserve exercer une quelconque des professions suivantes: rédacteurs de journaux, revues, directeurs. Tous les avoirs juifs en zone occupée sont bloqués. Les Juifs ne pourront retirer de leur compte que les sommes nécessaires à leur vie courante en zone occupée. Obligation de se déclarer par écrit sur un registre spécial. Confiscation des bicyclettes, interdiction d'avoir des postes de radio, interdiction de changer de résidence et d'être en dehors de son logement entre 20h et 6h. Ils ne sont autorisés à faire leurs achats dans les magasins entre 15h et 16h. Leurs lignes téléphoniques sont supprimées et il leur est interdit de téléphoner d'une cabine. La présente loi est applicable en Algérie. Fait à Tichy, Philippe Pétain, maréchal de France. Rachel s'est mariée, a eu un fils, Roger. La plupart du temps, on donne toutes les rations de lait ou de pain à ce gamin. Faut pas lui en promettre. Un jour, devant un peu de pain, avec l'insouciance de l'enfance, il dira à sa tante, qui avait à peine 15 ans, « C'est pas pour toi, tata René, ça, c'est pour moi !» Pendant les 4 premières années de la guerre, on arrive à survivre tant bien que mal. On reste discret, puis on se décide à se cacher. Des policiers sont venus à la maison pour les arrêter. René et Rachel ne sont pas là. Le policier,
Donnez-nous de l'argent, on vous foutra la paix. Victoria, de l'argent, mais on n'en a pas. Après avoir insisté, ils s'en vont. Plus tard, d'autres policiers sont venus. Victoria leur dit que leurs collègues sont déjà passés. Quels collègues ? Est-ce que vous sauriez les reconnaître ? Il y a des gars qui se font passer pour des policiers. Par la même occasion, ils prennent un carnet d'adresses qu'il y avait sur une table. Il faudra passer demain au commissariat pour essayer de reconnaître ces photos. Sur photo, ces soi-disant collègues et récupérer votre carnet. Victoria raconte cette histoire à Rachel, qui ira regarder les photos. Elle ne reconnaîtra évidemment personne. Elle n'était pas là. Quant au carnet d'adresse, instinctivement, elle leur affirme non après non, que tous les vivants inscrits sur le carnet sont morts et les morts sont vivants. Le policier semble satisfait, il a quelque chose à se mettre sous la dent et la laisse repartir. Les trois femmes se cachent alors dans différents endroits. Elles apprennent que le débarquement des Alliés a eu lieu. L'étau se referme. Le mari de Rachel a été arrêté. On apprendra après-guerre qu'il est mort à Auschwitz. Et on la recherche, elle. Il faut protéger le petit Roger. On le met à l'abri chez une nourrice en attendant. Roger croit se souvenir qu'un jour, il ne sait pas pourquoi, on l'a mis dans un grand trou et recouvert presque complètement avec de la terre. Voulait-on se débarrasser de lui ? Les nazis étaient-ils dans les parages ? Il se souvient surtout du plaisir qu'il a eu à respirer quand il est sorti du trou et qu'il a revu le ciel étoilé. Et il est resté chez cette nourrice jusqu'à la fin de la guerre. Victoria, Rachel et René cherchent de nouvelles caches. On leur indique une usine de confection qui ne fait plus que des uniformes allemands et qui ne fonctionne plus autant qu'avant-guerre. Tous les travailleurs sont soit déportés, soit dans la résistance, ont fui ou se cachent. Victoria et ses filles, Rachel et René, se sont cachés au dernier étage dans l'infirmerie désaffectée de cette usine. Il y a 2 grandes baies vitrées, donc il ne faut pas se montrer ni même marcher. Le parquet grince. Et il y a souvent des ouvriers qui viennent dans la pièce du dessous pour chercher des machines ou autre chose. Alors, on dort, on lit, on chuchote. On parle de la vie avant la guerre, de ce qu'on mangeait et aussi de plus tard après la guerre. Le soir, vers 19h, elles peuvent enfin se lever et faire des mouvements en faisant bien attention de ne pas être vues à la fenêtre. Une nuit, René a du mal à trouver le sommeil et a envie de faire pipi. Elle se lève et va dans l'usine vide. Et tout d'un coup, elle voit à 2 pas d'elle une ombre. Ils sont là, ils viennent. Elle reste sans bouger et fait pipi sur elle. Elle remonte à toute vitesse, réveille sa mère. « Maman, 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 les Allemands sont là, ils viennent nous chercher !» Bon, réveille ta sœur et préparons-nous à partir. Elles regroupent leurs affaires, chacune dans une petite valise, et on s'assoit sur le lit et l'on attend. Pourtant pas de bruit. Ils sont discrets, ces Allemands. Rien ne bouge. Le soleil montre le bout de son nez, et puis au bout de quelques heures d'attente, « Tu es sûr que tu as vu un Allemand ?» dit Victoria. Alors on descend les escaliers doucement, sans faire de bruit. « Où il est ton Allemand ?»« Viens, dit René, c'est là, c'est là. » Et là, on voit un mannequin. Alors on rit, et on pleure de soulagement. Il y en a marre de se cacher. On rentre à la maison. Et si la police vient nous chercher, je leur montrerai toutes les médailles de la Grande Guerre de votre père et ça m'étonnerait que le maréchal laisse arrêter la veuve d'un ancien combattant. Demain, on rentre à la maison et on verra bien. On verra bien. On apprend que les Américains se rapprochent de Paris. Ils sont à Fontainebleau. Elles sont rentrées. Mais il faut aller chercher des provisions. Alors tous les jours, on sort pour remplir le garde-manger. René et Rachel sortent pour faire quelques courses. Et quand elles reviennent, leurs bras sont chargés de paquets. Un policier les interpelle. « Alors les Juives, vous cachez votre étoile ?»
Ah non, pas du tout. On est juste un peu encombré, monsieur l'agent. Allez au poste, on va vérifier vos identités. Où il habite, votre père? Notre père, il est mort. Et votre mère? Rue des Martyrs. Elles habitaient alors chez leur tante Fanny, la sœur d'Henri. Elle-même s'était cachée chez sa fille Renée, qui n'était pas trop inquiétée, parce que mariée à un musicien catholique. Et puis, elle ne s'était pas fait recenser comme juive. Bien, donnez-moi son nom, le numéro de la rue pour qu'elle vienne vous chercher. Victoria arrive au commissariat avec sous le bras la vieille boîte à biscuits en fer dans laquelle il y avait toutes médailles d'Henri. « Mon mari a eu toutes ces médailles en combattant pour vous à Verdun en 1914. » « Ne vous inquiétez pas, madame, c'est juste un contrôle. On va vous renvoyer chez vous. » Nous, maréchal de France, décrétons. Les ressortissants étrangers de race juive pourront, à dater de la promulgation de ce présent loi, être internés dans des camps spéciaux par décision du préfet du département de leur résidence. Les ressortissants étrangers de race juive pourront en tout temps se voir assigner une résidence forcée par le préfet du département de leur résidence sans préjudice du droit. Fait à Vichy le 4 octobre 1940. Quelque temps après, des bus de la RATP arrivent et les acheminent vers Drancy. Elles sont parties dans ce qu'elles croyaient être un camp de travail. Au moins, on ne se cachera plus. On verra bien. 3 jours à Drancy. Une foule immense. Les gens sont les uns sur les autres. Une puanteur se propage dans ce lieu abject. Elle ne reste que quelques jours dans ce camp qu'on a surnommé l'antichambre de la mort, gardé par des gendarmes français. On les emmène vers la gare pour une autre destinée. Et là, ce n'est plus la police française qui les garde, mais des soldats nazis. On monte dans des wagons à bestiaux, rien pour s'asseoir, peu de choses pour s'approvisionner. Le sifflet de la locomotive retentit. Les wagons plombés s'entrechoquent et partent, avec cette population résignée et terrorisée. Petit à petit, on est déshydraté, on a faim, et ce voyage n'en finit plus. Certains parlent de s'évader. Les rabbins leur disent qu'il ne faut rien tenter, que c'est une épreuve que nous envoie l'Éternel. Rien à boire, très peu à manger. À chaque arrêt, certains ont le courage de crier « À boire !» On fait ses besoins dans une bassine installée au milieu du wagon en se cachant comme on peut. Après un voyage éprouvant de 4 jours qui préfigurait l'enfer dans lequel elles allaient arriver, elles sont en Pologne, dans un endroit au nom imprononçable. Oswiecim est-il écrit, mais on dit Auschwitz. Elles arrivent en pleine nuit, non, ce n'est pas un cauchemar, c'est la vérité. Les cris des soldats fanatiques, les aboiements de chiens, un camp énorme, des barbelés, des miradors, des projecteurs les éblouissent dans la boue et les flaques d'eau. Des monceaux d'objets hétéroclites, des chaussures, des vêtements, des chapeaux, des sacs, des valises, des jouets d'enfants. Des sabots cassés jonchent le sol. Les enfants hurlent de terreur. Beaucoup d'hommes et de femmes pleurent et tremblent de peur. « Schnell, unter Mädchen, descendez et alignez-vous !» Les soldats déchaînés distribuent à tour de bras et à tous des coups de cravache. Victoria tient ses filles par la main et leur dit « Mes enfants, ici on va mourir. » Une première sélection commence. Les vieillards et les mères et leurs enfants en bas âge d'un côté, les autres de l'autre. Victoria est séparée de ses filles, trop épuisées. Au revoir, maman. À demain. La yiddische maman, tendre force de la nature. La yiddische maman, c'est de l'amour à l'état pur. Prête pour ses enfants à faire bien des sacrifices, veillant bon an, mal an, sur leurs chagrins, sur leurs caprices aussi. La yiddische maman, gardienne de la tradition,
Mayedish Mama, c'est le trésor de la maison. Moi, je sais que jusqu'à la fin de mes jours, je garderai gravé en moi pour toujours tout l'amour de Mayedish et Mama. Au revoir, maman. À demain. Elle a pris le camion qui l'a emmenée directement dans les chambres à gaz. Mais ça, elle l'ignore. 4 jours de train enfermés dans des wagons plombés. Elles sont sales, ont faim, mais surtout sont exténuées. Elle regagne un bloc, se couche sur une paillasse immonde. 2 heures après, appel, appel. Comment appel? Mais il fait nuit, l'on vient de se coucher. Les anciennes leur disent qu'il faut obéir. Les 2 jeunes femmes s'exécutent. Appel interminable, debout, aligné, 5 par 5. Il fait froid, on a faim, soif, on est fatigué, mais on obéit. On leur distribue une soupe qui est plus une eau sale qu'autre chose, mais on la boit. Renée se fait bousculer rudement par une nazie. Elle se retourne et malgré l'épuisement, la gifle. L'autre la cravache, sort son pistolet. « Mets-toi à genoux, Youpine, prends ces briques et quand elles tomberont, je te tuerai. » Renée s'exécute, morte de peur, et reste un moment, une brique dans chaque main, les bras en croix. Puis, à la faveur d'une énorme bousculade, elle jette les briques et retrouve sa sœur dans une file. On leur ordonne de se dévêtir, nues, des jeunes femmes, nues. La pudeur n'a plus de raison d'être ici. On leur rase la tête. Victoria avait caché un peu d'argent dans la chevelure abondante de ses filles, mais au moment où elles ont été rasées, tout l'argent est tombé par terre et a été récupéré par l'entourage. Méconnaissable. Les 2 sœurs rasées se cherchent et ne se reconnaissent pas. Elles sont pourtant côte à côte. Au moment où elles se découvrent, elles éclatent de rire. La nazie passera par la suite tout au long de la captivité plusieurs fois à côté de Renée, sans jamais la reconnaître. On donne à Renée une espèce de robe rayée, pas très propre, avec 2 grosses taches de rouille. Elle la met, et en sortant du bloc, une femme, une déportée, lui saute dessus. « C'est la robe de ma mère! C'est la robe de ma mère! Je la reconnais! Je reconnais les taches de rouille! Où est ma mère? Où est ma mère ?» dit-elle dans un sanglot. La pauvre a trop compris que sa mère s'est envolée par les cheminées des douches. Où est Victoria? Où est maman? On ose se poser la question, avec ce qu'on voit sur la sélection dans le camp, se poser la question, c'est y répondre. Plus tard, on leur tatoue un numéro sur le bras. Renée n'a plus envie de rien, elle reste plusieurs jours, prostrée dans son coin, sans parler à personne. Elle est malade, elle a le typhus. Elle est sûre que si on lui procure une pomme, elle ira mieux. Rachel cherchera partout et finira par en trouver une. Et Renée, après avoir mangé, se sentira mieux et fera la connaissance d'une fille à l'accent qui chante un peu de soleil dans cet enfer. Elle va l'appeler la Marseillaise. Elles doivent travailler, au moins ça occupera l'esprit, on ne pensera plus. On les amène dans un nouveau camp, un camp de fabrication d'armes à Kratzau. Les 2 sœurs se sont séparées. Rachel a essayé de survivre comme elle a pu. À quoi sert de vivre comme ça? À quoi ça sert? Rachel travaille dans cette usine d'armement, à la fabrication de grenades. Elle se demande comment elle pourrait faire pour que ces grenades ne soient pas opérationnelles. Mais au bout de la chaîne, il y a un soldat allemand qui veille et vérifie le travail. Les Allemands, qui ont pourtant une organisation du travail très rigoureuse, se rendent compte qu'il y a trop de travailleurs par rapport au nombre de machines et de travail à effectuer. Qu'importe, on leur trouvera de quoi s'occuper. Il faut prendre des bûches de bois et les porter de l'autre côté de la route. On s'exécute.
C'est lourd, ça dure des heures. Ça abîme les mains, les échardes trouvent un terrain propice dans ces frêles mains de Parisiennes. Mais enfin, on continue. À midi, on a fini. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Et le nazi dit, ben maintenant, remettez toutes les bûches là où vous les avez trouvées. Devant l'hésitation des jeunes femmes, il pointe son arme vers elle et elle s'exécute aussitôt. Pourtant, il est seul, ce soldat. Juste un fusil. Et nous sommes nombreuses, on pourrait peut-être le neutraliser. Mais la peur, l'instinct de survie, et ce qu'on dit les rabbins, prend le dessus et l'on ne bouge pas. Pendant plusieurs semaines de suite, c'était leur travail. Un jour, René dit « J'en ai trop marre de ce boulot d'abruti. Demain, je reste au bloc. On verra bien. » La Marseillaise décide de la suivre. Le lendemain, elles vont faire l'appel et l'appel fini, elles se glissent discrètement dans le bloc et retournent se coucher. Au bout d'un moment, elles sont prises par le froid. Elles ne peuvent pas faire du feu. La fumée alerterait les soldats sur les miradors. Elles décident de récupérer tous les chiffons qui sont dans une énorme cuve. Ces chiffons, ce sont des sous-vêtements, des caleçons, des chemises d'hommes, des pullovers. Alors elles se couvrent avec et retournent se coucher après s'être revêtues de tout ce qu'elles avaient trouvé. Vers midi, les portes du bloc s'ouvrent violemment. 3 soldats entrent. « Levez-vous, paresseuse, Youde! Vas-y, Stas, retirez ses habits !» René et la Marseillaise enlèvent un caleçon par le bas, une chemise par le haut, un autre caleçon, une autre chemise, un autre caleçon, une autre chemise. Chacune enlève tremblante ses vêtements. Et cela dure. Cela n'en finit plus. Un des soldats se retient de rire. Du coup, un autre pouffe. Et le 3e éclate de rire. Tout le monde rit de bon cœur. Demain, travail, sinon, le travail, c'est la liberté. Et les 3 soldats, écroulés de rire, quittent le bloc. Un jour, elle se réveille. Pas d'appel ce matin. On regarde par la fenêtre discrètement. Personne dans les miradors. Tout le monde sort petit à petit pour voir ce qui se passe, mais rien ne bouge. Les gardiens ont disparu. Ah non, on entend des motos et des camions. Elles se réfugient dans le bloc qui attendent. Au bout d'un long moment, tout le monde ressort, petit à petit, tremblant de peur, puis un cri. « C'est les Russes ! C'est les Russes ! C'est les Russes qui passent au loin !» Alors toutes se mettent à crier « On est là ! On est là !» Un moteur au loin les entend, regarde vers elles et les rejoint. La porte du camp est fermée, le soldat russe tire avec sa mitraillette sur la porte. Celle-ci cède aussitôt, mais personne ne se rue vers l'extérieur. Elles sont toutes trop faibles. Enfin, libre, 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 libre. Le soldat reste bouche bée devant toutes ces femmes si maigres. Quelques prisonnières parlent russe et vont vers lui tremblantes. « Karacho, Karacho !» Il reparle et revient un moment avec des camions et des voitures d'officiers. Tous sont atterrés devant la maigreur et la pâleur de ces femmes. Il leur donne tout ce qu'ils ont comme provision. Dans la nuit, on entend des cris. Des filles dont des soldats de l'armée russe auraient abusé. Il faut partir de ce funeste endroit. Le lendemain, on retrouve quelques vêtements et l'on décide de rassembler les maigres forces qu'il reste pour aller vers la liberté. Renée pèse une 30aine de kilos. Elle monte dans un train à l'intérieur des soldats alliés, des Français. En les voyant, ces prisonniers qui retournaient en France décident de prendre sous leur coupe ces frêles jeunes femmes et de les nourrir. Elles leur donneront des surnoms, Papa Sauveur et Fil de Fer. En voyant ces Françaises si maigres, leurs 2 bienfaiteurs leur donneront à manger. Pendant tout le voyage qui les ramènera en France, elles mangent sans s'arrêter, si bien qu'après ce long voyage en arrivant en France, elles avaient repris un peu de poids. Arrivées à Paris, elles décident de retourner chez elles, enfin, dans l'appartement dont leur mère était locataire rue Sedaine. Elles frappent, toutes tremblantes. « Qui habite chez nous ?»« Bonjour. Ah, c'est vous, dit la voisine, qui leur ouvre. Bon, on a pris l'appartement parce que c'était trop petit chez nous. Ah oui.
Mais on n'a nulle part où aller, madame. Oh bien, vous pouvez bien vous mettre dans la pièce du fond, en attendant de trouver mieux. Rachel et René apprennent que leur cousin, Lucien Béard, qui avait rejoint le général de Gaulle, est mort en héros de la division Leclerc. Avec ma mère, un jour, nous sommes allés porte d'Orléans. Et sur le socle de la statue du général Leclerc, on a pu voir son nom gravé. Nous sommes allés également au mémorial de la Shoah, on a pu voir graver les noms de ma mère, René Asson, Rachel Lévy, sa sœur, et Victoria Asson, leur mère. Quand tous les survivants de la Shoah auront disparu, j'ai la conviction que tous ceux qui la nient, les négationnistes et autres prendront du poil de la bête et finiront par convaincre beaucoup de gens crédules. Et pourtant, partout dans le monde, de nouveaux massacres de population ont été perpétrés au nom d'une soi-disant suprématie d'une partie de la population sur une minorité. En Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, dans le monde entier, a-t-on tiré les leçons de ce qui a été l'un des plus grands génocides de l'humanité? Vous savez, mes amis, là, les gens que j'aime, avec les gens que j'aime ici, c'est ça qui est formidable pour moi. Et puis, il y a ma famille. Ma famille, il y a les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants qui sont là, les arrière-petits-enfants de Rachel et René, et qui vont aider à écrire ce texte. Il y a aussi mon cousin Gérard, dont la mère, Rachel Saloum, m'a aidé à écrire et à construire ce texte, parce que je lui avais fait une lecture, 5 ans, elle a disparu aujourd'hui. Et 5 ans avant qu'elle disparaisse, je lui avais lu, et elle a modifié certaines choses. Aujourd'hui, son fils est là. Je suis très fier, je le remercie d'être là avec nous, parmi nous. Et puis évidemment, mes cousins qui sont là, ma cousine, qui est la fille de Rachel, ma sœur qui est là, qui est, voilà, mon neveu, sa femme, et puis les petits-fils, les petits-enfants qui sont là aussi, voilà. Et la famille... Voilà. Je voulais remercier Sophie, mon fils. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais on est vivants. Je voulais remercier, je ne vais pas faire des longs discours, vous savez. Je voulais remercier Sophie qui m'a aidé dans la mise en scène, Sophie Gubry. Je te remercie beaucoup, Sophie. Je voulais remercier les gens qui ont ce lieu magnifique, extraordinaire. Pascal, qui est le gérant de ce lieu, Cédric, qui est le technicien, Pascal, qui est là-bas. Merci, c'est un lieu magnifique, c'est un lieu super. Laurence Le Guélan-Robe, qui a peint, Flore Lefebvre-Desnoises, qui a peint les tableaux qui sont dans le fond, Catherine Carré, qui a peint les tableaux qui sont là, et Fabienne Dellois, qui a peint ces tableaux-là. Et je voudrais remercier aussi très fort, j'ai la chance, c'est une chance pour moi, vous savez, j'ai un musicien avec moi, qui était quand même le musicien de Philippe Léotard. Donc Philippe Servat, qui est auteur,